Donc il faut avoir une réponse qui soit une réponse finalement modulée. Et on peut invoquer le droit à la santé et sur le Darfour. Effectivement, le droit international humanitaire s'applique, il continue de s'appliquer. L'ANKN a expliqué pourquoi. Mais par rapport à la question que tu viens de poser, Christian, on a effectivement, avec l'expulsion d'un certain nombre d'ONG au Darfour, dont des ONG soudanaises aussi, hein, pas seulement des ONG dites internationales, on est aussi dans une certaine forme de collision entre, par exemple, les exigences qui sont celles portées par les défenseurs des droits de l'homme et les défenseurs de la justice pénale internationale et la lutte contre l'impunité, et puis les mandats des organisations, notamment des ONG humanitaires, la conception qu'elles ont de leur mandat par rapport à l'assistance aux populations. On a assisté là, effectivement, à un certain nombre de collisions, pourrait-on dire, mais les points de vue peuvent ne pas être les mêmes, mais après tout, ils peuvent être diversifiés suivant les organisations. Alors, Anne-Héry, justement, pour les ONG, parce que je le rappelais tout à l'heure, vous êtes au sein de Coordination Sud, responsable de la cellule de réflexion sur l'urgence, sur les ONG d'urgence. On voit bien qu'il y a cette fameuse collision qu'évoque Philippe Richman, c'est-à-dire que, puisque la question qui nous occupe ce soir, c'est au-delà du droit international humanitaire dans la fin d'un conflit, eh bien, quel terrain ? Sur ce terrain, c'est plutôt les ONG qu'on retrouve. Au-delà du CICR, c'est les ONG. Est-ce que les ONG, en fait, ont une marge de manœuvre suffisante, à votre avis, sur ce que Philippe appelait l'atomisation des conflits, une marge de manœuvre suffisante pour que l'action humanitaire puisse vraiment s'accomplir? Ou alors est-ce que les freins qu'on évoquait pour les différents pays au cours de cet exposé font qu'aujourd'hui vous êtes plutôt dans un sentiment de rétrécissement? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un... Tout le monde le dit, en tout cas pour les ONG, on constate qu'il y a une réduction de l'espace humanitaire. Il y a bien entendu toute la question de l'insécurité grandissante pour les travailleurs humanitaires. Ça, tout le monde l'a constaté dans différents terrains. Il y a une multiplication des agressions, des enlèvements contre les travailleurs humanitaires, que ce soit des travailleurs locaux ou des expatriés. Donc ça, forcément, ça réduit l'accès aux populations. Il y a également certains États qui sont de plus en plus, qui sont de plus en plus jaloux de leurs précarés, qui n'ont surtout pas envie de voir les ONG internationales s'occuper des populations. Et puis il y a la façon dont évolue le système humanitaire dans son ensemble, le système de réponse humanitaire, qui laisse de moins en moins de marge de manœuvre aux ONG, puisque avec la réforme des Nations Unies, la réforme des clusters, les ONG sont obligées de plus en plus de s'insérer dans un système qui leur enlève quand même leur liberté d'action, puisqu'aujourd'hui, les besoins doivent être évalués d'une manière globale dans un système coordonné et complètement dominé par les Nations Unies. L'accès au financement se fait également à travers les fourches codines de ce système. La sélection des projets, des priorités, se fait également sous l'égide des Nations Unies. Donc en fait, pour centraliser et mieux coordonner la réponse, on arrive en fait à un système où les ONG deviennent simplement des opérateurs de stratégies qui sont décidées en dehors d'elles. Et du coup, ça réduit d'autant plus l'espace humanitaire. Et on oublie peut-être un petit peu les populations civiles au milieu de tout ça. Bah, vous évoquiez le Sri Lanka, mais on pourrait évoquer le Sud-Soudan, on pourrait évoquer pas mal de terrains d'opération humanitaire aujourd'hui. Parce que là, j'ai parlé aussi de la centralisation de la réponse, mais il y a aussi le fait que... Il y a non seulement cette centralisation-là, mais aussi le fait que les Nations Unies veulent de plus en plus apporter une réponse cohérente, et donc il y a vraiment une dépendance très, 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 très forte entre l'agenda politique et l'agenda humanitaire qui réduisent encore cet espace humanitaire. Peut-être un exemple que je voudrais donner concerne la RDC et toutes les opérations de rapatriement, de désarmement des FDLR. C'est vrai que les enjeux de résolution de ce conflit ont conduit à des opérations militaires dans l'est de la RDC pour essayer de désarmer les FDLR.
Effectivement, ce sont des opérations qui ont eu des conséquences vraiment très, très graves pour les populations civiles. Je crois que si on regarde les chiffres qui ont été publiés par différentes ONG, par les Nations Unies, si on compte qu'il y a eu en fait à peu près 1000 FDLR rapatriés, pour chaque FDLR rapatrié, on aurait un civil tué, 7 civils violés et 900 civils déplacés de force. Donc voilà, ça donne une idée du fait qu'effectivement, il y a des enjeux, des enjeux de résolution de conflits qui peut-être oublient de mettre complètement au centre la protection des populations civiles dans les décisions qui sont prises. D'accord. Et Daniel, oui, une question, allez. François Danel, et puis... François, oui, moi c'est juste 2 questions en fonction de ce qui a été dit. Alors d'abord pour vous, donc ce que vous venez de dire sur les ONG et sur le travail des ONG est extrêmement intéressant et important. Est-ce que vous considérez quand même, est-ce que vous pensez d'abord que quand même les ONG arrivent à conserver leur neutralité malgré tout dans les conflits? Et est-ce que vous pensez, ou est-ce que c'est le cas de la majorité ou d'une minorité des ONG? Est-ce que vous pensez que ce problème est vraiment très grave, le problème que vous avez mentionné de cette dépendance par rapport, par exemple, par rapport à des organismes au niveau au-dessus, supranationaux? Moi, je vais en profiter pour poser une question pour Daniel Kahn. Moi, j'étais intéressé par ce qu'il a dit à propos du Tchad, puisque vous nous avez dit que, c'est une question que je vais vous poser, vous nous avez dit que les différentes parties avaient déclaré leur intention de respecter le droit humanitaire international. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement tchadien a adhéré au protocole additionnel, aux conventions de Genève? Oui, non? Et il a adhéré. Donc. Et est-ce que donc, les autres parties, les parties qui combattent le gouvernement, ont adressé, par exemple, selon l'article 96 du protocole 1 additionnel aux conventions de Genève, est-ce qu'elles ont adressé donc, cette déclaration écrite aux dépositaires des traités, le gouvernement suisse, pour faire cette déclaration souhaitant respecter donc, les dispositions des conventions et des protocoles? Question précise. Non, pas en suivant le formalisme que vous indiquez, mais tout simplement dans des communiqués publics, où plusieurs mouvements armés se sont référés au DIH et à leur volonté de le respecter. Le gouvernement du Tchad a ratifié le protocole il a ratifié les protocoles aux conventions de Genève. Et les protocoles? Et les protocoles, oui, je parle des protocoles. D'accord. Merci. Il y a déjà assez longtemps, d'ailleurs. D'accord. Merci bien, merci. Et Annéry, il y avait une question donc sur les ONG et le constat, somme toute, assez pessimiste que vous dressiez. Je pense que les ONG, elles arrivent peut-être à garder leur neutralité, mais elles n'arrivent pas à faire en sorte que les acteurs et les populations autour perçoivent cette neutralité. Je pense que l'enjeu, il est là, puis même plus que neutralité, c'est peut-être impartialité, parce que c'est vrai que c'est assez difficile d'être neutre. Mais c'est de plus en plus difficile, effectivement, parce que vous avez maintenant dans les pays des Humanitarian Country Teams qui sont formés des agences des Nations Unies et maintenant de certaines ONG qui vont de plus en plus prendre la parole au nom de l'ensemble de la communauté humanitaire. Et les ONG qui ne seront pas d'accord avec cette parole-là ou qui auront envie de s'en démarquer, j'ai du mal à voir quelle marge de manœuvre elles auront pour montrer aux acteurs sur place qu'elles s'en démarquent. Il faudra trouver des solutions en tout cas. Je vois François Danel qui approuvait. Oui, François. J'approuvais et en même temps un petit bémol, c'est-à-dire la situation des RDC est quand même la caricature de la concentration, de la non-autonomie, on va dire. Et heureusement, on n'est pas sur tous les terrains dans cette situation-là. Et en même temps, je voulais apporter des dièses ou des aggravations à ce que tu disais, Anne, avec 3 exemples concrets sur les limites de nos capacités d'assistance. Au Darfour, on s'est fait sortir, et ça renforce ce que tu dis sur le fait qu'on veut être neutre, mais qu'on ne l'est pas perçu par les parties. Et du coup, on a des conséquences qui se traduisent par une expulsion. Je voulais aussi souligner la situation de restriction, non pas pour des questions de sécurité, tu l'as un peu dit, mais prends l'exemple de la Birmanie, où se déplacer en Birmanie aujourd'hui est un véritable défi pour les humanitaires. Et du coup, ça limite complètement l'accès aux victimes.